Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théo Robin, cofondateur de la structure Cap Prévention, que vous connaissez déjà d'ailleurs peut-être du podcast Le Trail qu'on aime. Salut Théo. Salut Pierre, merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est un plaisir de te recevoir car toi aussi, je dis toi aussi parce que j'ai eu tes collègues et notamment Alex Viol il n'y a pas longtemps. Tu as un double regard sur ce dont on va parler aujourd'hui, donc la préparation mentale. Et je trouve ça toujours intéressant. La partie un petit peu expérience perso, parce que tu fais aussi du trail, tu t'entraînes assez conséquemment, on va dire. Et voilà, et tu cours aussi pas mal. Et d'autre part, tu as une structure d'accompagnement dont tu vas nous parler, Cap Prévention. Donc, tu interviens en tant que préparateur physique, aussi coach. Donc, je vais te laisser développer tout ça pour pas que je dise de bêtises. Et du coup, dans laquelle tu as aussi décidé d'intégrer la prépa mentale. Et c'est ça qui est aussi intéressant aujourd'hui de discuter. Donc c'est parti, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Ouais, et je vais essayer de faire court et assez simple. Théo Robin, du coup, j'ai 28 ans. Actuellement, je vis à Aix-les-Bains, mais j'ai une vie où j'ai bougé un petit peu. Globalement, j'ai grandi à Rennes, donc sur un terrain plat où je faisais plutôt du foot. J'ai dû faire peut-être 15 ans de foot. Et puis après, pour une histoire de concours et d'études pour rentrer en école de kiné, j'ai dû m'exiler de ma chère terre bretonne et j'ai dû aller dans le nord de la France pour faire mes études à l'IFMK de Berck-sur-Mer, où j'ai passé 4 ans. Et c'est là où j'ai rencontré pas mal de personnes clés dans ma vie, dont ma compagne et puis Gauthier, du coup mon associé à Cap Prévention, on était coloc. Et à l'époque, c'était peut-être un peu moins la course à pied, c'était un peu plus la fête, on va dire. Et puis après ces 4 ans d'études de kiné, je suis parti à La Réunion pour vivre 2 ans parce que voilà, c'est un truc qui se fait très classiquement une fois qu'on est diplômé en kiné. Et puis j'ai mon grand-père qui habite à La Réunion, donc c'est là-bas que je suis allé passer mes 2 premières années post-diplôme. Et puis c'est là-bas aussi que j'ai découvert, ou en tout cas redécouvert vraiment le trail. C'était vraiment incroyable. Voilà, je vais pas présenter ce qu'est La Réunion pour le trail, surtout français, mais bon, c'est un lieu absolument magique. Et en rentrant, enfin, on a commencé à développer Cap en étant un petit peu là-bas, Gauthier était en métropole et moi à La Réunion. Et puis en rentrant, on a décidé de mettre un peu les bouchées doubles pour développer cette structure. Donc sûrement, je la présenterai un petit peu plus en détail par la suite. Et donc, du coup, en rentrant, j'ai tout de suite voulu retrouver à nouveau un lac et la montagne. Donc Aix-les-Bains, c'était parfait. Et puis aussi la proximité avec Annecy, parce qu'on va pas se mentir, Annecy, c'est le cœur un peu du trail français. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai atterri à Aix. Et d'un point de vue pratique perso, je m'entraîne, oui, régulièrement. Je suis pas du tout athlète de haut niveau. J'essaye de m'entraîner sérieusement. Ça représente peut-être 10 heures par semaine. Là, ça fait 4 ans que je fais des formats type 80 bornes, type Grand Trail des Templiers. Et puis le but, c'est de passer un peu plus long et de retourner à La Réunion pour faire sûrement la diagonale dans les prochaines années, j'espère, si la prépa le permet. Et puis, il faut aussi avoir le tirage au sort, Ouais, carrément, la Réunion, c'est encore une autre dimension, effectivement. clairement. Bon, après, il y a d'autres courses à la Réunion, il n'y a pas forcément que le Grand Raid, mais c'est vrai que c'est la course phare. Ok, du coup, oui, tu as commencé un peu à nous en parler. Ce qui est intéressant, du coup, on y viendra juste après, de voir un petit peu ton expérience en tant que coureur personnellement et par rapport à ta structure d'accompagnement CAP. Donc, avant de rentrer justement là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette structure et comment, donc toi, tu es kiné et comment toi, tu accompagnes les athlètes avec cette structure-là? Ouais, alors le mantra un petit peu au début qu'on a eu avec Gauthier quand on a voulu lancer la structure, c'était de proposer aux athlètes amateurs ce qui se faisait à haut niveau.
Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'à haut niveau, il n'y avait pas forcément grand-chose qui était mis en place sur la partie kiné ou prépa physique. Du coup, on s'est dit, bah, peut-être que ça va aller pour les amateurs et puis pour ceux aussi qui pratiquent à haut niveau. Et le principe, c'est qu'en fait, on est tous des kinés du sport spécialisés en course à pied. Et puis, on fait aussi du coaching. Et le but, c'est d'accompagner à distance les athlètes. Et pour ça, on propose trois types de services principaux. Donc, c'est du coaching. Voilà, on prépare un athlète de A à Z à, à préparer un objectif pendant une à plusieurs saisons. On a aussi une partie rééducation à distance qui est un petit peu plus particulière. Donc, c'est souvent sur des pathologies de surutilisation. Quelqu'un qui vient avec une fracture ouverte de la cheville, on va pas le prendre en charge, on est bien d'accord. C'est plutôt voilà, quelqu'un qui va venir avec une tendinopathie d'Achille, un SBIT, enfin un essuie-glace, si on prend un peu les termes un peu grossiers. Et voilà, on va lui proposer ben, une série d'exercices et une remise en charge progressive en course à pied, après un bilan évidemment. Et puis on a aussi une partie qui est que sur l'aspect prévention et musculation. Donc là, c'est de proposer des services de musculation qui peuvent être en complément d'un accompagnement avec un autre coach. Et du coup, on collabore quand même avec pas mal d'autres structures. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant de travailler à plusieurs cerveaux sur une même personne. C'est vraiment chouette. Oui, c'est ça, Et tu fais. Pardon, vas-y. ouais, bon, oui, du coup, voilà, ça, c'est les services qu'on propose. Et puis, à côté de ça, on propose un peu des testings. Et puis, moi, personnellement, je suis la Colibri Trail Academy, voilà, qui est une structure dont Alex Viol est le manager que vous avez dû écouter sur le dernier épisode qui est sorti, si je me Ah, c'est trompe pas. l'avant-dernier, je crois, dans l'ordre. C'est Mais oui, l'avant-dernier. oui, Ah mais ouais. c'était il y a pas longtemps. C'était au mois d'octobre, en tout cas. Ouais. Voilà. Et du coup, bah voilà, je travaille avec eux en tant que kiné, donc c'est moi qui m'occupe des tests en début d'année. Je fais aussi bah, le suivi de toutes les courses et des stages de préparation. Et en collaboration avec l'entraîneur et le médecin, je leur mets aussi la partie bah, musculation et travail de prévention avec des petits exos qu'ils ont à faire à la maison bah, tout au long de la saison. Ouais, donc là, c'est quand même assez cool. C'est que, bon, tu t'exerces en tant que kiné classique. Je vais pas dire comme dans ton podcast, le Trail qu'on aime, que t'es le meilleur kiné de France, parce que ça t'énerve à chaque fois. Mais Non, la faut pas blague est dire quand ça. même, la blague est quand même rigolote parce que justement ça t'énerve. Donc c'est ça, c'est ça qui est drôle. Mais oui, tu suis en direct, mais Cap, c'est ça, tu fais du suivi à distance. Ça, c'est assez quand même, c'est peu commun, on va dire. Et comment justement tu fais en tant que kiné de t'assurer que justement tes athlètes fassent les bonnes choses. Quand je dis tes athlètes, on s'entend bien, ce ne sont pas que des athlètes de haut niveau, ce sont tes sportifs, on va dire Ouais, sportifs, sportives, font les bonnes choses. Donc, sur ces trois pans dont tu parles, donc la partie, on va dire, je sais pas, réhabilitation, soigner la blessure, la partie musculation, renforcement musculaire et la partie coaching après. Donc, c'est ouais. vraiment, enfin, en gros, c'est trois métiers différents. Enfin, j'exagère un petit peu, mais comment tu t'y prends justement pour arriver à calibrer tout ça? Ouais, et bah, juste pour une petite précision, j'ai arrêté le cabinet il n'y a pas si longtemps, j'ai arrêté en février et maintenant je suis passé à 100% sur la structure et du coup aussi avec l'académie où il y a pas mal de déplacements au final dans l'année. Ok. Et du coup, pour m'assurer de ce qui est fait, bah, je travaille via une plateforme d'entraînement qui s'appelle Nolio, voilà, qui est assez bien connue quand même en France. Les avantages du suivi à distance, c'est que tu peux paramétrer tous les jours des exercices et de quantifier aussi la course à pied, alors que quand tu es en cabinet, tu vas voir ton patient peut-être une à deux fois par semaine ou une fois tous les 15 jours et tu vas l'avoir que 30 minutes. Et du coup, bah, on va pas pouvoir assez bien suivre le volume de course à pied. Et par contre, on va pouvoir faire vraiment de la qualité sur 30 minutes. Du coup, moi, ce que je préfère, c'est mettre des consignes tous les jours. Ça va être hyper calibré. Et par contre, le défaut, c'est que je ne peux pas suivre chacun des mouvements qui est réalisé par mes sportifs que j'ai en suivi. Donc, bah, moi, déjà, je leur demande des retours sur chacune des séances via la plateforme. Et je leur demande aussi des suivis, en tout cas des petits films de leur séance ou au moins des exos clés que je puisse corriger un petit peu la technique. Et puis après, on peut aussi se servir de questionnaires qu'on va mettre régulièrement. Par exemple, sur une tendinopathie d'Achille, il y a un score qui est sur 100. Bah, au début du suivi, peut-être qu'il sera à 60. Et ça, le but, c'est de le faire bah, monter progressivement le score. Parce que quand on est à 100, c'est que c'est normalement asymptomatique. Et voilà, on va dire, bah, OK, la première semaine, il est à un score de 60. La troisième, il est peut-être à 65, 66. OK, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Alors qu'au contraire, s'il descend à 50, on se dit, oula, bah, c'est peut-être pas la bonne direction. On va essayer de discuter un petit peu avec l'athlète et du coup, ça nécessite, pour compenser ce fait de ne pas être en présentiel, de beaucoup quand même communiquer avec les athlètes et surtout de mettre des consignes claires.
Ok, ouais, donc c'est marrant, ça a compensé le fait, depuis 2020, on va dire, depuis le Covid et l'explosion justement de ce distanciel, ça a compensé le fait de dire, même si t'es pas présent, t'as limite 10 fois plus de retours de tes athlètes qu'un kiné classique, quoi. Moi, c'est ce que je trouve pas mal. C'est un peu, ouais. Ouais, j'ai l'impression de plus organiser la rééduque des athlètes et que du coup, c'est plus efficace. C'est mon ressenti. Après, Ouais, je mais comprends en tout que cas, ouais, d'autres ouais, ne voient pas ça comme ça. ça se tient effectivement. Ok, bon, maintenant on a bien compris un petit peu le fonctionnement de CAP. Ouais. Euh, Rentrons un peu dans le sujet de la préparation mentale. Alors, quand on a préparé ensemble l'enregistrement, c'est assez concomitant la partie, comment dire, préparation mentale dans la structure et préparation mentale pour toi. Ouais. Lequel a amené l'autre? Je te laisse libre de comment voilà, dans l'ordre des choses, comment ça s'est passé. Ouais, et ben c'était un hasard en fait, le fait que je sois venu un peu à la prépa mentale. L'année dernière, c'était je crois que c'était au mois de novembre 2024. On cherchait une nouvelle personne à intégrer au sein de l'équipe. Et on a reçu quelques CV. Voilà, du coup on lisait tout avec Gauthier, on se disait ok, tel profil est intéressant. Et puis on a reçu le profil d'une kiné qui était aussi avec un profil professionnel intéressant. Et puis en fait, elle nous a dit, je suis pas intéressé pour faire du suivi comme vous faites d'habitude. Moi, je viens de passer un diplôme universitaire en prépa mentale. Et moi, je vous propose de développer la prépa mentale sur votre structure. Du coup, on s'est dit, en fait, c'est super intéressant. On va commencer à l'appeler. Et puis moi, j'avais déjà entendu sur des podcasts d'autres préparateurs mentaux ou mentaux. Je sais pas si on Ouais, me corrige si je d'autres me trompe. préparateurs mentaux, ouais, ça marche. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Du coup, on s'est appelé avec Clémence et ça a bien matché. Moi, le fait qu'elle ait fait aussi un diplôme universitaire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, enfin en tout cas de tous les préparateurs mentaux. Du coup, je trouvais ça aussi hyper rassurant. Le fait qu'elle soit kiné, ça nous rattachait forcément via la structure où nous, globalement, c'est que des kinés. Donc voilà. Et du coup, avant de l'intégrer directement dans la structure, moi, je venais de complètement louper mes Templiers 2024. Ok. Et du coup, je m'étais dit, écoute, si tu commences dans la structure, moi, je viens de me louper sur ma course, et écoute, on pourrait commencer un suivi, voir comment ça se passe. Et comme ça me permet de, quand moi je conseille à mes athlètes potentiellement de faire un suivi en prépa mentale avec Clémence, au moins je sais à peu près ce que ça implique et ce que ça peut représenter, même si chaque cas est bien sûr individuel. Ouais, bah, complètement. Mais du coup, donc je pars sur la partie perso. Tu commences justement par tester, je le dis comme ça, le produit que tu vas proposer après, Ouais. et ce qui est parfait en soi. Et quand tu t'es dit justement, après les Templiers 2024, pourquoi pas la prep mentale, c'est parce que tu avais identifié sur ta course. Déjà, c'était quelle course, quelle distance? C'était le Grand Trail, le Le 80. 80, ok. Ouais. Et tu avais identifié particulièrement justement un sujet ou un axe de progression sur cette partie-là? Oui, carrément, parce que voilà, moi, c'est très lié, ma sphère perso et ma sphère pro. Du coup, je suis un peu tout le temps dans le trail parce que voilà, tous mes potes, ils courent, moi, je cours, ma copine, elle court. Et puis pour le boulot, je suis beaucoup en déplacement. Et cette année, enfin, pardon, en 2024, au Templier, j'avais fait le suivi de la course d'Alex, justement. Puis après, l'après-midi, j'étais allé voir les arrivées d'autres athlètes, j'étais allé voir quelques connaissances. Du coup, tu passes ton temps à dire bonjour sur le salon. Voilà, donc c'était assez fatigant. Le lendemain, c'était ma copine qui courait, donc forcément, moi j'étais là aussi. Et puis le samedi soir, je me suis couché, j'étais déjà complètement explosé. Et le lendemain, en courant, j'avais même pas atteint Saint-André-de-Vésine que j'étais complètement cramé parce que j'ai dû partir un peu trop vite. Et surtout, mentalement, j'arrivais pas à faire d'efforts. En fait, j'étais complètement explosé. Et du coup, je voulais vraiment réussir à séparer les choses. Soit j'y vais pour le perso, soit j'y vais pour le pro. Mais je me rends compte que j'arrive pas à faire les deux parce que c'est quand même en tout cas, sur du trail long, c'est quand même assez exigeant. Il faut être 100% impliqué et arriver frais. Parce que voilà, moi, je tournais aux alentours des à peu près 10 heures dans l'objectif. Donc, faut forcément un peu de fraîcheur pour courir pendant 10 heures. Donc voilà, c'est là que j'ai demandé à Clémence de m'aider. Et puis, on a fait un bilan et ça m'a bien aidé, franchement. Ouais, ok, et justement, là, je rebondis sur un truc que tu viens de dire qui est hyper important. On pense souvent que c'est de la fatigue classique, tu sais, quand on dit faut pas brasser sur les salons avant les courses.
Bah, en plus, toi, c'est comme tu dis, c'est et ton métier, et tes potes, et ton environnement. Donc, tu vois énormément de monde sur ces jours-là et tu laisses un influx. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on laisse un influx nerveux hyper important et ça, c'est pas quantifiable. On se rend pas compte de la fatigabilité du système nerveux. Et ça, on se dit, ouais, non, j'ai pas fait tant d'efforts que ça. Je suis resté, j'ai fait 1 heure au salon, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais au final, c'est ça qui détruit complètement et ton expérience du coup du lendemain c'est vraiment ça, c'est que t'as pas l'envie, t'as même pas l'envie de fournir l'effort quoi. Ta tête elle veut pas quoi. Ouais, 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 Non. clairement. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cet accompagnement que t'as vécu avec Clémence, comment tu l'as ressenti et sur quoi ça a abouti? Ouais, et bah du coup, là, on avait fait 3 séances. Dès le début, on s'était dit on fait 3 séances. Et Clémence, elle m'avait bien dit qu'au bout de la première séance, il y aurait pas beaucoup d'exercices. C'était surtout une première séance de présentation mutuelle, d'échange, qu'elle comprenne un petit peu comment moi je fonctionnais. Et en fait, on a commencé à établir des axes de travail. Donc bah déjà, c'était en fait un sacré challenge déjà de se présenter et de devoir répondre à des questions auxquelles on n'est pas habitué forcément à répondre, comme par exemple, qu'est-ce qui te fait plaisir quand tu cours, pourquoi tu cours, des choses comme ça. Bah, je m'étais pas toujours posé la question, ou en tout cas, je m'étais pas posé 1 heure devant l'ordi à y réfléchir. J'avais aussi des petits exos avec un carnet où je devais noter des choses positives sur mon entraînement, mais pas que, ça pouvait être aussi sur ma vie perso. Voilà, et puis après, lors de la deuxième séance, c'était avant une course, une petite course derrière chez moi, qui était organisée par le club de mon coach. Et en fait, on s'est rendu compte avec Clémence que j'étais beaucoup dans le contrôle des données. Voilà, bah, c'est un peu une déformation pro. Mhm. C'est comme mes BPM, je vais à quelle vitesse et machin, et le pacing. Et du coup, ça fait aussi une espèce de brouillard mental. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, beaucoup de données qui s'accumulent et Mhm. on manque un petit peu de clarté. Et du coup, elle m'a proposé un exercice qui, moi, me challengeait beaucoup, même si ça peut paraître ridicule, c'est de courir sans montre. Ah, je me suis dit, waouh, sans montre, c'est chaud pour moi, c'est difficile. Et du coup, on a trouvé un entre-deux. J'ai mis du tape sur ma montre. Donc, j'ai mis 2 tapes pour être sûr de rien voir. Et c'était un trail en hiver, plus la manche longue du t-shirt, plus les gants. Donc, j'ai vraiment pas regardé la montre. Et je me suis dit, bah voilà, c'est un format différent, c'est 1h30. Écoute tes sensations. Et du coup, j'ai fait la course. Et la course s'est vraiment très bien passée. J'étais content du temps. Et surtout, j'étais en fait très content de comment j'ai vécu la course mentalement. Et en fait, après, en analysant à l'arrivée, enfin le soir, j'ai vu que ma gestion cardio, elle était mais toute droite, que ça soit en montée ou en descente, c'était hyper régulier. Je me suis dit que finalement, je pouvais quand même écouter mes sensations et parfois laisser la montre de côté. Ouais, carrément. Et t'as ressenti quoi pendant que tu courais quand tu pars sur cette première course sans montre? T'as stressé au début, tu t'y es très vite fait. C'était comment? Eh ben, j'étais pas particulièrement stressé parce que j'avais fait la reco du parcours avec mon coach et un autre athlète qui l'entraîne. Donc je savais à quoi m'attendre. Et par contre, je me suis rendu compte du nombre de fois où je voulais regarder ma montre. Et le nombre de fois où c'était quasiment un tic de regarder la montre. C'est là, ben non, je vois que ma manche. C'est comme quand vous forcez à mettre votre téléphone en mode avion et pendant que vous bossez et que vous le touchez. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est un automatisme dingue. Et j'étais complètement conditionné par regarder ma montre. Je sais pas toutes les combien de minutes, mais vraiment, c'était trop, je pense. Ouais, c'est marrant. Bah, tu vois, c'est exactement le but d'un exercice de pleine conscience ou de méditation. C'est pas forcément utile de rester 1 heure assis, hein. Déjà, en 5 minutes, on prend juste conscience qu'on a 2500 pensées qui viennent de passer et qu'on n'arrive pas à Ouais, tenir plus de 15 secondes sans avoir une pensée, quoi. Je dis on, il y en a c'est 15, il y en a c'est 30 ouais, secondes, peu importe. Mais ouais, c'est le même. Et là, du coup, bah, c'est le principe de faire l'exercice un peu à vide ou l'exercice justement en pleine activité et pour avoir justement ce que tu dis, se rendre compte, quoi. C'est déjà fou. Et t'as réussi à. Du coup, ouais. c'était léger à la fin, tu t'en es décroché complètement et c'est passé, quoi. Enfin, dans la tête. Ouais, 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 ouais. Sur la descente, notamment, bah, je pouvais pas trop regarder parce que c'était Mm. un trail semi-nocturne. Donc là, bah, c'était la frontale. C'était un peu technique. Donc là, j'étais plus concentré à aller le Mm. plus vite possible, essayer de pas tomber dans les racines et dans la boue. Parce qu'en plus, il avait neigé ce jour-là sur le haut du parcours. Donc non, c'était plutôt à la montée, en fait, où j'étais dans le questionnement. À la fin, je me disais, bon, là, tu mets tout. Faut être le plus rapide possible. Euh,
Mais ouais, voilà, je l'ai oublié petit à petit, en fait, je pense, ouais. Ça, c'est assez vrai. Ouais, hyper Et intéressant en après, tout ce cas. qu'on avait travaillé aussi avec Je te laisse, vas-y. Clémence, c'était la segmentation. On avait mis des points de passage avec, sur, je sais pas, du premier à X kilomètres, c'était tel mot-clé, et on essayait d'évoluer comme ça. Et ça, du coup, je l'ai fait tout au long de la saison. Parce qu'en fait, moi, quand je prépare une course, je prends le profil, je regarde à peu près le chrono final, je me mets une fourchette, je trouve ça mieux qu'un temps précis. J'essaye de faire des temps de passage à peu près quand j'ai des proches qui font de l'assistance, ou en tout cas au moins pour calculer la nutrition que je vais prendre sur moi. Et du coup, à chaque fois que je mets une section, j'essaye de mettre un mot-clé. Et quand ça se passe bien, bah, je le répète d'une course à l'autre. J'aime bien en tout cas partir toujours avec les mêmes mots-clés au début. Et la fin, ça dépend de la durée et un peu du mood du jour. Ouais, c'est clair. Bah, la fin, c'est toujours la cerise sur le gâteau, hein. C'est soit c'est de la survie, soit c'est il y a un temps ou une place à aller chercher ou un Exactement. truc un peu. Yes. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai noté pendant que tu parlais. Oui, justement, quand on préparait l'épisode. Tu m'as parlé justement d'un autre sujet que tu avais travaillé. Là, on est clairement sur la partie bah, contrôle, les data, enfin les data, on dit data maintenant, mais la montre, regarder sa montre, alors que le trail, ben, c'est plus difficile de contrôler qu'une course sur route, hein. Il n'y a pas d'allure, ou alors par petits segments, quoi. Au bout d'un moment, sur 80 bornes, tu vas pas être là à regarder ton allure quand ça monte à 2, 3, 10%. Enfin, c'est impossible. S'il y a plus de cailloux, moins de cailloux, si c'est sablonneux, ça veut plus rien dire. Donc voilà. Donc lâcher le contrôle. Et oui, du coup, tu m'avais parlé d'un sujet hyper intéressant, d'autant qu'il y a pas mal de personnes bah, qui écoutent le podcast, qui sont des coachs, et qui ont un peu ce syndrome de faut que je performe parce que je suis coach. Et mes coachés me regardent, ce côté un peu légitimité, tout ça, je trouvais ça hyper intéressant. Si tu peux un peu redévelopper Ouais. ça. Ouais, carrément. Alors, c'est un truc qui me suis pas venu dès le début du suivi, du coup, sur l'hiver 2024-2025. C'est plutôt arrivé cette année. Cette année, encore une fois, en juin, j'ai eu des coups de presque de panique parce que bah, voilà, tu as tes athlètes qui vont regarder un petit peu les courses que tu vas faire le week-end. Il y a aussi bah, voilà, le podcast Le Trail qu'on aime. Alors, c'est pas non plus RMC, mais je veux dire, il y a quand même pas mal de monde qui écoute. Et puis, bah, moi, souvent, j'encadre en partie certains qui font du haut niveau. Donc, bah, toi, quand tu arrives à côté, je m'entraîne sérieusement, je fais des classements qui sont corrects, mais je veux dire, je suis très très loin du haut niveau et parfois on a tendance à se mettre la pression sur le résultat ou en tout cas comment dire, ouais, à baisser un peu l'estime de soi. Et globalement, là, le déclic, je l'ai eu la veille des Templiers de cette année parce que j'y suis retourné pour prendre ma vengeance, enfin ma revanche plutôt. Et je me suis dit, en vrai, de toute façon, j'ai dissocié complètement les résultats que j'aurais eu le lendemain de ma valeur intrinsèque. Et je me suis dit, dans tous les cas, si je fais 15 heures, 10 heures ou 8 heures. Bon, c'était impossible les 8 heures, mais je me suis dit, dans tous les cas, j'aurai ma copine toujours chez moi, mes proches ils seront toujours là, ça changerait pas grand-chose. Et je pense que ceux qui jugent la valeur d'une personne à ses performances sur une course, bah, c'est plutôt eux qui sont dans l'erreur et qui sont dans le jugement. C'est plutôt eux qui sont délétères et ces gens-là ne m'intéressent plus en tout cas. Ils m'ont intéressé à un moment, mais c'est plus le cas maintenant. Et je pense que voilà, faut réussir à se détacher, surtout quand on fait pas du haut niveau, faut arrêter de se mettre trop la presse, quoi. C'est un peu le syndrome classique, hein. Enfin, quand on côtoie beaucoup d'athlètes de haut niveau, bah, on a tendance à naturellement se comparer aux autres, hein, quand on est dans un sport de confrontation aussi. Et même si on ne sait pas un sport de combat, mais on fait la course pour nous, mais il y a un moment où sinon on ferait pas la course, hein, le classement, etc. Et justement, c'est un peu le syndrome, et je l'ai eu le cas en coaching, et pas qu'une fois, justement, deux coachs qui ben, se disent si j'ai pas tel temps, si j'ai pas tel temps, je serais peut-être moins légitime, mais on est souvent les seuls à se juger comme ça, quoi. Il y en a moins que ce qu'on pense, mais par contre, nous, on a toujours tendance à nous juger plus durement que les autres, quoi. Ouais, et pour rebondir à ça, j'ai pas mal de potes qui courent, du coup, où là je parle plus sur la partie perso. J'ai des potes cette année qui ont fait des courses qui ont bien réussi, ils ont fait des chronos de fou, des cotations de fou, ça s'est bien passé, mais j'ai aussi des potes qui se sont complètement loupés, et c'est pas pour autant que je me suis dit non mais c'est vraiment des tocards, je leur parle plus, au contraire, je me suis dit ben, c'est pas grave, il y en aura d'autres, et c'est que je me suis dit mais en fait si moi je pense comme ça,
les autres pensent aussi ça de moi quand je me loupe, donc en fait, c'est pas très grave si je me loupe. J'ai essayé en fait, de faire le parallèle, un peu le miroir à quand moi je vois des personnes qui loupent leurs courses, j'essaye de pas être dans le jugement et je me dis que voilà, c'est un monde un petit peu plus sain quand on juge pas le résultat à chaque fois. Bah, c'est pas évident justement de dissocier. C'est des exercices qu'on fait beaucoup, enfin que je fais beaucoup faire. C'est de dissocier l'objectif, reprendre ce que c'est qu'un objectif, le résultat escompté et la finalité. Et rien qu'en faisant ça sur un papier, bah, on voit que la finalité, en final, c'est la place la place ou le temps. Le résultat, comme on vient de dire, c'est le résultat. Et l'objectif, l'objectif, c'est ce que toi, tu maîtrises. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour ton objectif? T'entraîner correctement? Est-ce que tu décides de prendre un coach? Est-ce que tu décides de soigner cette vieille blessure, peut-être depuis 5 ans, non, mais c'est vrai, en faisant appel à Cap Prévention, par exemple, au hasard. Mais c'est ça l'objectif, en fait. Et après, est-ce qu'on est fier de ça? C'est justement, tu es fier de ce que toi, tu as mis en place. Et le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Et voilà, bref, c'est des sujets qu'on voit partout, et en entreprise aussi, tout le temps, quoi. Mm. Un entrepreneur qui perd sa boîte pour X ou Y raison, il est identifié à sa boîte, et si la boîte a coulé, c'est que lui, il est nul, quoi. C'est que forcément, voilà, faut toujours dissocier ces deux-là. Donc là, on est dans le sport, c'est cool, c'est quand même agréable, c'est sympa de faire ces exercices-là. Mais le mécanisme, il est ancré quand même pas mal en nous, et on le trimballe un peu partout. Donc si on peut un peu s'en servir dans le sport et le transférer ailleurs, c'est pas mal aussi, quoi. Donc, ouais, donc plutôt concluant pour toi, Ouais. au final, et tu décides du coup, enfin, tu valides le fait que Clémence du coup intègre la structure CAP. Comment ça se passe du coup? Ouais, bon, dès le premier rendez-vous, enfin, d'abord, on s'est appelé pour voir comment on pouvait l'intégrer au sein de la structure avec Gauthier. Donc là, c'était plutôt sur la partie pro. Déjà, le feeling s'est hyper bien passé. L'échange était cool. Nous, on était contents aussi que ça soit une fille parce que voilà, dans la structure, c'est un monde. Déjà sur la course à pied, c'est un monde très masculin. Donc nous, on était contents aussi d'avoir une fille au sein de la structure. Donc maintenant, il y a deux filles au sein de la structure et ça, c'est vraiment cool. Et puis Clémence, elle était hyper pro. En fait, c'était un bon mélange entre les compétences professionnelles et le feeling où c'était hyper simple, hyper sain. Et du coup, on s'est dit, bah, on va lancer ça. Et du coup, on a fait un épisode hors série sur notre podcast où on a invité Clémence. Elle a présenté un petit peu ce que c'était la préparation mentale. On a posé quelques petites questions. Et puis après, souvent, moi, j'interroge les athlètes sur leur pratique, notamment à la fin d'une compétition. Et pour ceux qui m'ont dit, bah voilà, mentalement, j'ai explosé, j'ai beaucoup de charges, soit de perso, soit de boulot, soit, voilà, comme moi, trop dans les données ou quelqu'un qui va louper sa saison complètement, et bah du coup je vais dire bah écoute si tu es prêt à travailler là-dessus, il y a Clémence, voilà, c'est la personne ressource au sein de la structure sur la préparation mentale. Il peut aussi aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas exclusif. Et puis voilà, si la personne est prête à faire l'effort, et puis aussi un petit investissement, parce que bah voilà, elle est professionnelle, il faut aussi la rémunérer. Ouais, Et c'est pas donc, bah, gratuit. faut pouvoir se le permettre parce que bah, faut payer le coaching, faut payer les dossards, faut payer la nutrition de course, faut payer les déplacements, faut payer Mm. les compètes. Donc on sait que le running, alors tout le monde dit que c'est un sport qui coûte pas cher. Pour celui qui fait vraiment une saison de trail, Ouais. je suis désolé, mais quand on voit le prix des Non, ça coûte tenues, des cher, on montres est et d'accord. tout, ça commence à monter. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est bah, est-ce que la personne, elle est prête à pouvoir faire un petit effort financier là-dessus ou pas. Et du coup, une fois que la personne nous a dit bah, je suis intéressé, je suis pas intéressé, généralement, quand elle est intéressée, je lui renvoie deux, trois podcasts en lien. Je lui dis, bah voilà, est-ce que ça Mm. t'intéresse? Est-ce que tu accroches à ça? Et quand c'est le cas, je lui dis, bah, je te donne le numéro de Clémence, vous voyez ensemble. Et puis après, c'est Clémence qui gère le suivi. Et tu as noté justement qu'est-ce que tu as noté justement depuis que tu as mis ça en place? Quand toi, de toute façon, quand on est un coach ou un entraîneur, et quand tu as des échanges, on va dire, réguliers avec des athlètes, tes athlètes, tu es un peu l'interlocuteur privilégié pour certains, parce que tu as des retours de course, et comme tu dis, si au bout d'un moment, la personne te dit, bah non, là, ça va pas, et puis on se confie un petit peu, et puis machin, tu peux toi orienter si tu vois que c'est un problème ou je sais pas, je dis n'importe quoi, le gars mange des burgers et des pizzas toute la journée et qu'il a mal au ventre en course, tu vas peut-être le diriger vers un nutritionniste. Je trace un gros trait pour que tout le monde comprenne. Et si c'est comme tu disais, une charge mentale ou j'ai perdu mon job ou j'ai tel souci dans ma vie perso, d'orienter justement vers la bonne personne. Et du coup, tu as noté des choses depuis que c'est en place?
Ouais, carrément. Du coup, moi, je mets un débrief en fin de chaque compétition. Et bon, quand ça se passe bien, globalement, bon, on change pas grand-chose. On va essayer d'optimiser, mais Mm. voilà, on continue, on est dans la bonne direction. Et c'est quand ça se passe pas bien que c'est quasiment le plus intéressant. On va essayer de voir ce qui a posé problème. Tu en as parlé, mais est-ce que il a fait une hypo? Est-ce qu'il est parti trop vite? Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il s'est blessé? Bah, potentiellement, c'est peut-être moi qui vais plus agir là-dessus. On va mettre un peu plus de renfort, on va changer, etc. Le pacing, bah, peut-être que c'est donner des consignes plus carrées ou alors respecter les consignes qui avaient été prévues. Mais voilà, sur l'aspect mental, c'est voilà, de se dire, bah, j'ai fait un gros objectif, ça fait 6 mois que je me suis investi là-dedans, ça s'est mal passé. Et en analysant, on n'arrive pas à comprendre sur la partie entraînement un peu physiologique ou mécanique, et bah, on peut commencer à creuser là-dedans. Et par exemple, moi j'avais un athlète, bon, je pense qu'il écoutera sûrement en plus, il avait préparé la Maxi Race pour faire ensuite l'UTMB, et dans la saison, il était tombé malade la veille du trail Niveau-les-Revards, il n'avait pas pris le départ. La Maxi Race, il avait abandonné au bout de 80 km et il se lançait sur son premier UTMB. Ok. Là, on s'est dit, bah, il n'était pas du tout en confiance. Il Mm. restait 2 mois de prépa. Et du coup, là, on s'est dit, il m'a dit, bah, moi, mentalement, je suis pas du tout serein et tout. Et je lui ai proposé le suivi avec Clémence. Ils ont attaqué le suivi et ça l'a vachement aidé pour la prépa, quoi. Ok, il a fait un bon Typiquement, UTMB ça, du coup. Et non, ça a été le problème aussi. Ah. Et là, ça a été plutôt Et du coup, il à cause continue les du froid, séances. là. Il continue un peu les séances. Mais voilà, c'est à cause du froid aussi, notamment, qu'il y a eu à l'UTMB dans Ouais. la nuit. C'était vraiment hard. Et ça a posé pas mal de problèmes pour la suite. Mais pour le coup, oui, c'est pas l'exemple sur lequel ça a été où ça a payé directement sur la prochaine compétition. Mais il n'y a pas que la compétition qui fait qu'un accompagnement réussit. Il y a aussi bah, le bien-être dans l'entraînement, le bien-être au quotidien. Et moi, je préfère un mec qui est bien dans ses pompes toute l'année et qui se loupe un peu à l'UTMB que l'inverse. Il y a pas de débat. Et justement, j'en profite, on dit ça en rigolant, mais c'est pas parce qu'on va faire de la prépa mentale qu'on va forcément être une machine de guerre à toutes ces courses et qu'on soit toujours en mode optimisé, parfait dans toute sa vie. C'est juste encore une fois de mettre une corde de plus à son arc et une habileté supplémentaire. C'est pareil, l'entraînement, des fois on a beau faire le plan parfait, tout parfait, avec des bonnes sensations, bah, le jour de la course ça marche pas, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Faut pas se poser Ouais. plus de questions que ça. Donc on rigole avec ça, Et mais aussi dans le podcast, j'essaye, alors c'est pas facile parce qu'on a toujours envie de dire ce qui marche et de montrer que ça marche pour démocratiser un peu la chose, pour rendre la chose plus audible et compréhensible. Mais ça peut aussi totalement pas fonctionner à chaque fois. Et même, il y a des fois, ça marche sur une course, ça marche pas sur la suivante. Et bon, bah, ça sert aussi à ça, la prépa mentale, c'est d'accepter ça et de garder toujours les ingrédients pour refaire une recette. C'est un peu la métaphore que j'utilise souvent, mais les ingrédients pour refaire une recette différente sur chaque course, quoi. ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, bah, ils ont eu le temps de faire que quelques séances parce qu'il l'a contacté début juin. L'UTMB, c'est fin août. Ouais, c'est Ouais, court. je sais pas exactement combien ils ont fait de séances. Ça devait être entre 2 et 3. Mais voilà, de toute façon, un suivi, ça prend du temps, avoir des résultats Mm. assez grands. On en parlait lors de l'appel pour préparer le podcast et se présenter. Mais moi, je suis un adepte un peu du temps long, de prendre le temps de bien faire les choses. Et je trouve que les plus grands résultats, enfin, les meilleurs résultats que j'ai pu avoir dans mes relations ou professionnelles, c'est toujours des choses qui ont duré dans le temps. Mm. Et moi, j'adore le fait de prendre le temps. Il faut faire confiance dans une relation perso ou dans une relation professionnelle avec un coach. Et ça sert à rien de changer de coach ou de prépa mentale dès que ça se passe mal une fois. Alors c'est sûr, si votre coach il vous répond jamais, il vous donne des conseils du luberlu, il faut peut-être changer. Mais globalement, si c'est une personne qui vous écoute, qui prend du Mm. temps, qui est passionnée, et ben faut peut-être laisser plusieurs mois, plusieurs saisons pour que ça se mette en place. Et puis j'en parlais aussi avec mon coach. Voilà, il coach là, Pierre Livache qui a gagné le Grand Trail des Templiers. Bah voilà, au final, au bout de la première saison, ils ont eu des doutes. Et puis deuxième saison, c'est là où ils ont récolté les fruits un peu du suivi. Et souvent, il faut accepter de faire confiance à l'autre et d'attendre que les grands résultats arrivent, quoi. Oui, bah alors ça aussi, je ne peux que abonder dans ton sens. C'est un cheval de bataille perso déjà, mais maintenant professionnel. Mais laisser le temps aux choses, quoi. On est, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, on est dans une société du tout de suite et toujours plus vite. Et quand on engage un processus, bah, on le voit bien, de toute façon, toi tu dois aller voir aussi tes coachs, tu dois bien avoir des gens qui te disent je veux faire l'UTMB dans un an ou dans 2 ans. Eh Euh, oui.
Donc voilà, c'est pas mauvais, hein. On préfère entendre ça que mon objectif, c'est de rester dans mon canapé encore pendant 2 ans. Mais ouais, on oublie les étapes et on se focalise encore une fois. Bah, je reviens sur mon histoire d'objectif, de résultat et bien dissocier ça dans sa tête de finalité. On enlève toute la partie process qui est au final l'essentiel, quoi. C'est tout ce que tu auras vécu, c'est toutes les sorties cool, toute la progression que tu auras eu dans le temps, qui aura été super agréable de faire un 30 bornes, un 40 bornes, de faire la première course de nuit, une première nuit dehors, enfin d'y aller, laisser le temps aux choses et que bah toi c'est ton métier, le corps il s'adapte pas en 6 mois, quoi. Le corps s'adapte en années de pratique et le mental, bah la même chose, quoi. Tout simplement pour intégrer des choses dans Ouais. son plus on laisse du temps, plus les choses deviennent automatiques, physiquement et mentalement, ça marche ensemble en fait. Donc forcément. Ouais, complètement. Moi, là où je prends le plus de plaisir en accompagnant des athlètes, c'est ceux qui viennent te voir et qui disent, dans 2, 3, 4, 5 ans, j'aimerais bien faire ce grand objectif. Je te coach aujourd'hui, mais on va prendre le temps de faire chaque saison une nouvelle étape. Et c'est là où la relation elle est la plus belle et souvent les résultats sont les meilleurs parce qu'on prend le temps de bien faire les choses dans l'ordre. Et c'est clair, celui qui veut préparer une course en 6 mois et après dire ciao à l'accompagnement, tu sais que c'est pas lui sur lequel tu auras le plus grand résultat et c'est pas ce qui est le plus épanouissant, je pense. C'est un peu plus dans la consommation que vraiment de prendre le temps de changer et de s'améliorer. Ouais, c'est ça. Bah, après, ça peut être ouais, de la consommation, ça peut être de la curiosité, ça peut être Mm. envie de passer un palier, mais en 6 mois, c'est ça, ça marche peut-être Oui, avec un athlète. C'est ça aussi le côté démocratiser les paroles de tout le monde. Quand un athlète de haut niveau, j'en sais rien, je prends Jimmy Gracie parce qu'en ce moment, il est pas trop mal, euh, dit je sais pas, j'ai changé tel entraînement et en 3 4 mois, j'ai fait un gap sur sur mon physio. Oui, bah, c'est quelqu'un qui court depuis 20 ans, 15 ans, donc forcément, ils sont au millimètre. Donc oui, il se connaît, il sait ce qu'il va mettre en place, il va tout de suite sentir un gain. C'est différent pour les amateurs comme un des mortels. Puis bon, c'est pas notre métier, quoi. Donc ça reste un plaisir, ça carrément. reste quelque chose qui est censé être un plaisir. Donc c'est ce que je dis aussi souvent, c'est on enlève la notion de plaisir quand on est juste focus comme ça, drivé par un résultat, un temps, genre je veux faire sub 30 heures, je veux faire sub 40 heures, je veux faire machin. Ouais, au final, fais ta course, quoi. On verra après si tout se passe bien, surtout si c'est une course longue. On verra si tout se passe bien au bout de 10, 15, 20 heures de course. Si tu es encore là, que tu as encore les jambes et le mental, bah là, on va pouvoir se raccrocher à un petit objectif et ça va être marrant de pousser, quoi. Mais jusque-là, ça sert pas à grand-chose, quoi. Enfin, pour moi, quoi. Euh, Qu'est-ce que, oui, et toi, du coup, à titre perso, tu t'en sers, est-ce que tu t'en sers encore aujourd'hui? Est-ce que tu as des techniques qui t'ont marqué plus que d'autres? Par rapport à ma pratique perso ou ma pratique pro, Ouais, la tu pratique parles? perso. Alors, comme on a commencé par ça, ouais, si Ouais, de ce que tu as appris, est-ce que tu as fait assez peu de séances aussi? Mais ouais. justement, c'est quelque chose qui dure en général. Enfin, ça peut durer. Ouais, et bah du coup, ce que je disais tout à l'heure avec les mots-clés en course, ça c'est un truc que je fais automatiquement tout le temps. De toute façon, je fais toujours de la même manière mes plans de course. Je fais un canevas, je prends le profil, mes temps de passage, les glucides par heure. Euh, Là où change le matos, bah, c'est un peu aussi pour faciliter la vie à mon assistance parce que bah, même sur les Templiers de cette année, j'étais au début en retard sur mes temps de passage. J'ai essayé de me dire, c'est pas grave, normalement ça le fait, fais-toi confiance. Et bon, du coup, ça l'a fait. Mais c'est aussi pour dire à mes, à ceux qui font mon assistance, voilà, c'est ça que je veux à tel ravito. Et les mots-clés entre-temps, et les mots-clés du début, c'est vraiment, à chaque fois, le premier, c'est le même, c'est échauffement. Et la première section, même si elle dure 2 heures, je me dis, c'est de l'échauffement. En tout cas, parce que j'ai fait du trail long essentiellement cette année. Voilà, Hmm. si je fais un 10 bornes, je ferai pas la première section en échauffement. Mais voilà, sur des trails de 10-15 heures, voilà, je trouve que partir en échauffement, c'est ce que j'aime bien me noter parce que globalement, il faut faire de la zone 2 et celui qui part en zone 3, il finit par exploser. Et combien j'ai vu d'athlètes là encore au Templier qui partent dès le plat, ils sont en train de ventiler, ils sont presque à leur deuxième seuil, tu as l'impression. En les écoutant, tu te dis, mais ça va durer 10, 11 heures, mais vous Hmm. allez exploser, c'est sûr. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et cette année, j'ai réussi à ne pas exploser. Et au final, en étant assez régulier, j'ai réussi à passer. J'ai divisé entre mon premier pointage et l'arrivée, j'ai divisé mon classement par 3. Je me dis, mais il y en a tous ceux que j'ai doublés, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont partis beaucoup trop fort, quoi. Ouais, bah, comme Et tu qui, à la dis. fin, Ouais. randonnent. Ah bah oui, oui, oui. Quand on Et puis, monte les quelle dernières souffrance bosses. mentale quand il te reste 4 heures de course, que tu n'arrives plus à courir, que tu te fais déposer de partout, mais c'est l'enfer.
Mentalement, c'est très, très, très dur. Ouais. Mais comme tu dis, alors, dès le départ, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait qu'une fois, les Templiers, j'ai fait l'Endurance Trail. Et il y a trois, quatre bandes de route. Et à la première bosse, tu vois tout le monde en sueur avec des énormes Oui. gouttes. Ça ventile, haute zone 3, zone 4 bien avancée pour certains. Ouais. Ah ouais. Je dirais, putain, la vache, ça va être long là. Hein. Ça va être et ça Ah oui, relance quand il sur part pour le 100 bornes, plateau. ouais, c'est long. Ça relance à 15 à l'heure sur le plateau, alors que je pense que ouais, moi, 15 à l'heure, ça va être mon allure d'e-born, tu vois. Donc, c'est ouais, forcément. Mais oui, après, quand on est pris dedans aussi, c'est ça qui est marrant avec la préparation mentale, c'est qu'il n'y a pas de grande. Bah, si, il y a des thématiques, hein. Là, le stress, tout ça, c'est souvent le cas, l'estime de soi, mais il y en a qui vont avoir besoin justement de se calmer un petit peu, d'autres au contraire, il y a moins, mais qui ont besoin d'un peu de se stimuler parce qu'ils vont être un peu plus lax. Mais, Ouais. euh, mais c'est ça qui est justement intéressant. Et tout à l'heure, je voulais rebondir sur un truc. Tu disais, quand tout se passe bien, on a moins de choses à dire. On garde ce qui s'est bien passé. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise souvent. C'est le renforcement positif. Parce qu'on a une tendance, et encore une fois, c'est une globalité, une généralité, c'est de se martyriser quand on a fait des choses mal, garder le mauvais, de dire ah, j'ai été nul là, j'ai été nul ci et tout et d'oublier ce qu'on a fait de bien parce que c'est bien et ça s'est bien passé et puis voilà quoi. Et peut-être que ça s'était bien passé parce qu'on avait vachement bien préparé le truc, parce qu'on était hyper fluide, parce qu'on était plus détendu que d'habitude. Et on oublie tout ça quand le résultat est là, quoi. On retient que le résultat, on dit, ah, j'ai fait mon sub machin, j'ai fait ma place, tout s'est très bien passé, next. Et en fait, il y a plein d'exercices justement ça s'appelle le renforcement positif, le nom est trouvé exprès, pour se rappeler, se forcer à se rappeler tout ce qui a bien marché pour l'intégrer en fait, pour l'intégrer de Ouais. manière, ouais, ça a bien marché par petits segments, hyper important. Ouais. Mais je suis complètement d'accord que ça soit pour moi l'année dernière avec l'exemple des Templiers ou plein d'athlètes, quand on se fixe un objectif à une date, il y a une vraie asymétrie entre si tu réussis, tu vas être content vite fait, une semaine, tu vas dire bah c'est bien, j'ai coché la case que je m'étais fixée il y a 6 mois, même si j'ai bossé de fou. Et si tu te loupes, tu vas te flageller pendant des semaines et des mois, et tu vas vraiment, limite certains tombent presque, pas en dépression, c'est pas, mais voilà, dans une petite déprime. Et en fait, il y a une vraie asymétrie entre quand tu coches les résultats et que tout se passe bien, versus je me loupe un peu ou je me loupe complètement. Mm. Et c'est vrai que ça, enfin, c'est juste pour rebondir à ce que tu disais, c'est vraiment bah, des fois un peu déconnant, on manque un peu de recul là-dessus, quoi. Bah, c'est comme ça que c'est pour ça que ton regard est intéressant parce que toi, tes athlètes vont te faire un retour. Tu vas les Mm. continuer à les suivre après. Tu vas avoir la période de récup et tu vas voir comment l'athlète récupère ou pas. Et c'est là aussi où c'est Ouais. hyper intéressant. Moi, si l'athlète, je l'accompagne, bah forcément on débrief et tout, mais si ça se termine, si l'accompagnement, comme c'est souvent le cas, se termine à l'objectif, Mm. bon, bah, je vais forcément l'appeler après parce que moi, ça m'excite de savoir ce qui s'est passé et puis je sais pas en mode c'est fini, salut. Mais toi, comme tu as un suivi dans le temps, tu t'en rends encore plus compte. C'est encore plus prégnant pour toi, je sais pas si on peut dire comme ça, mais de se rendre compte comme tu dis, de cette asymétrie-là, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bah cool, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dont on n'a pas Non, pas parlé? particulièrement. Moi, c'est un truc là que j'avais fait l'hiver dernier, que j'avais fait moins fait au printemps et cet été, parce que c'était aussi une question de saisonnalité, où j'étais un peu plus en déplacement, plus sur les compètes, bah, en lien avec la saison de trail. Mais je vais reprendre un petit peu avec Clémence là cet hiver, parce que bah, il y a un peu moins de temps sur les entraînements, il y a un peu plus de dispo pro et perso, donc voilà, c'est un peu sur la période un petit peu plus creuse qui s'apprête un peu plus à la réflexion, où je vais pouvoir reprendre ça un petit peu, je pense. Ça va être cool. Ok, est-ce que tu as, je vais dire, projet perso pro sur la fin de saison, semaine ou saison prochaine? Non, pas de grands changements, mis à part améliorer les suivis. Là, on a lancé un petit peu nos formations avec Cap, mais à côté de ça, le quotidien, c'est le même, hein. C'est s'occuper de ces athlètes qu'on a en suivi individuel, de s'occuper de l'académie, de toujours voilà, développer ce qu'on a là et de rester assez constant. C'est un truc qui me suit qui est assez cher pour moi. Et puis après, bah, de continuer à m'entraîner un petit peu, évidemment. Et puis voilà, ça c'est de trouver l'équilibre aussi sur du long terme, parce que quand on se lance dans une entreprise un petit peu, bah, c'est de l'entrepreneuriat. Donc des fois, bah, pendant 2 ans, on a mis le coup de collier, on a bossé comme des dingues. Voilà, maintenant qu'on a réussi à faire la transition et passer à plein temps là-dessus, c'est de réussir à trouver l'équilibre pour être épanoui aussi sur du long terme et pas finir cramé à 30 ans, ça serait
Ce serait con, je pense. Oui, ça serait dommage, je te confirme. Ok. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast, un athlète, un confrère, un coach, quelqu'un qui t'inspire là-dessus? Et bah, j'aurais bien dit Clémence, mais pour le coup, Ah, c'est trop tard, c'est déjà fait. voilà, Enfin, c'est c'est déjà trop fait, tard. c'est déjà recommandé. Euh, et bah, du coup, j'y ai pas préparé. Bonne question. Si Euh, tu veux, si tu trouves, je t'enverrai peut-être un petit message tout à l'heure, ouais, ou je vais essayer d'y réfléchir le temps qu'on je vais discute de t'éviter la fin. la réponse en direct avec la pression. Mais si si t'as quelqu'un Ouais. dans ton cercle que tu penses qui serait intéressé par une discussion là, autour de ça, comme Ouais. tu vois, ça peut être l'œil d'un athlète qui a vécu quelque chose avec la prépa mentale, positif, négatif, peu importe, vraiment qui a vécu un truc. Ça peut être un coach qui justement voit beaucoup d'athlètes et a commencé comme beaucoup, comme j'ai interviewé Lilian Guglielmo, tout ça, qui commence Mm. à s'ouvrir à ça parce que, ben, comme toi, il voit de près qu'il y a un moment où le levier mental est important et tu as poussé tous les curseurs presque physiques, mais mental, voilà, il manque des trucs. Ouais. Voilà. Et Euh, ben, peut-être un bon exemple, bah, je sais que Lilian avait cité Johan, mais Clémence, elle a bossé avec Thomas Butez, ah, ok. qui est un athlète de l'académie. Oui. Et Thomas, du coup, moi, je suis aussi sur la partie muscu via l'académie, et c'est un athlète pour qui ça a été vraiment un gros déclic. Donc Thomas, ouais, je pense que ça peut faire. En plus, il a une saison de fou. Il a fait troisième au championnat de France de trail court. Il a réussi à aller aux mondiaux et c'était une sacrée confirmation pour lui d'avoir le maillot en équipe de France. Donc ça peut être pas mal. Et ils avaient fait la course, les championnats de France, ils étaient quasiment en duo avec Johan tout au long de la course. Donc ça fait le lien. Ah, ça ferait parfait. Bon, nickel. Bah, merci. Pour suivre ton actu, ça se passe comment? Alors, ton actu et surtout, si on veut faire appel à tes services. Et bah, tout simplement, tout est relié via le Instagram de Cap, donc c'est cap.prévention. Puis aussi un petit peu les actus bon, sur le trail qu'on aime, où j'interviens une fois tous les 15 jours avec l'ensemble de l'équipe. Voilà, sur notre podcast aussi perso qui s'appelle Récap. Voilà, et puis après, essentiellement, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta ou un mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Ok. Eh ben, écoute, c'est parfait. Je te remercie pour ton temps. C'était cool et je te souhaite tout le meilleur pour la suite et bonne continuation. Merci Pierre pour l'invitation, à bientôt. Ciao, Je ciao. t'en prie. Allez, ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.